Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui vous aide également à décrypter les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Donc tous les jours à 13 h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord par Patrimoine Passion, notre rendez-vous investissement plaisir, passion ou encore alternatif. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on s'intéressera au placement ou à la collection dans les collections de timbres ou placement dans les timbres, une thématique donc à la lisière entre le collectionneur et l'investisseur. Nous en parlerons avec Édouard Guffroy, le directeur du service philatélique chez Yver et Tellier. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine où nous aborderons les nouveaux taux mis en place par les SCPI membres de l'ASPIM, des taux calculés selon un mode différent afin de permettre plus de transparence et de lisibilité. Nous entrerons dans le détail de ces taux avec Jean-Marc Colly, le président de l'ASPIM, mais aussi avec Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc comme tous les mardis avec Patrimoine Passion. On s'intéresse à ces placements qui tiennent quelquefois de la collection, quelquefois du réel placement financier. En l'occurrence, aujourd'hui, on s'intéresse à la philatélie, au timbre, et on en discute avec Édouard Guffroy, directeur du service philatélique chez Yver et Tellier. Bonjour Édouard Guffroy. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc vous êtes directeur du service philatélique chez Yver et Tellier, je l'ai dit, mais également expert de ce service. Expert, ça veut dire que vous certifiez les timbres, savoir si la provenance est bonne ou s'ils correspondent exactement à ce qu'on anticipe, puisque on en parlera peut-être, il peut y avoir certaines fraudes. Mais tout d'abord, on va parler des timbres sous le prisme collection ou placement. C'est pas anodin comme placement, c'est quelque chose qui se fait beaucoup encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui se fait encore. Ce qui est agréable, c'est qu'on peut, comme vous venez de le dire, allier le plaisir et le placement. D'accord. Simplement, il faut parfois savoir différencier les deux, parce que comme vous le savez, tout ce qui dit plaisir dit parfois des choses qui ne sont pas raisonnables, et placement, il faut par contre être plutôt prudent. Donc il ne faut pas mélanger les deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement placer ou on dit quoi? On dit placer son argent dans les timbres. On peut dire ça, effectivement. Il y a des démarches qui vont jusque-là, vraiment, dans des démarches pas spéculatives, mais de placement sur le long terme dans les timbres. Oui, absolument, mais ça n'a rien à voir avec la collection. D'accord. Il faut savoir que c'est deux profils différents. Deux profils totalement différents. Le collectionneur, il a pour but de confectionner un ensemble complet ou relativement complet à partir d'une date de départ ou à partir d'une thématique. Simplement, alors que l'investisseur, lui, il va venir clairement avec son argent, et on va lui dire ce qu'il faut faire. C'est pas lui il n'a pas toutes les clés pour choisir. Et alors pourquoi est-ce qu'il irait spécifiquement sur les timbres? On est quoi, sur des passionnés qui viennent, qui ont choisi les timbres à la base, ou c'est un produit de diversification comme quand on a déjà beaucoup de patrimoine? Oui, ça peut être un produit de diversification avec un petit côté plaisir et un côté historique. Qui n'est pas désagréable du tout. On peut acheter un peu de timbres, les mettre dans un coin, et puis se dire voilà, quand j'ai besoin d'en vendre un, ou alors c'est moi qui connais le stock des clients, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. D'accord. Voilà, la personne vient avec un budget, je lui dis écoutez, on achète ça ce coup-ci, et moi je sais que ce client, il a tel timbre, donc moi quand j'en ai besoin, je le rappelle, je lui dis voilà, écoutez, j'ai besoin de 3 pièces comme ça, je sais que vous en avez 25 en stock, vous m'en vendez 3, les derniers, on les a payés tel prix, moi je vous paye un petit peu plus cher, voilà. D'accord, ok, donc en fait, relativement simple. Ah oui, donc là on est vraiment sur une démarche de placement, c'est-à-dire qu'en fait on vous donne une somme presque, et ensuite c'est vous qui allez les investir sur les différents timbres, et c'est vous qui allez gérer presque le fonds du client. Le fonds du client. Oui, parce que c'est moi qui connais son stock. Et alors, qu'est-ce qu'on regarde quand on veut investir dans les timbres? Parce qu'on se souvient tous des générations précédentes qui avaient leur cahier avec tous les timbres qu'on pouvait collectionner. Donc là, pour le coup, on est dans une démarche de collection de timbres. Qu'est-ce qu'on regarde? Il y a des timbres qui valent plus ou moins cher. Il y a des codes de timbres? Ah oui, alors tous les timbres du monde sont cotés. Sont cotés chez nous, chez Yver et Tellier, c'est depuis plus de 100 ans. En 18 volumes, vous pouvez trouver tous les timbres du monde avec un numéro unique et une cote unique, en teint, en neuf ou en oblitéré. Je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire, soit il est impeccable, soit il a été utilisé ou pas. D'accord. Il y a une cote, il y a un prix de base, il y a un prix de marché.
Tout ça, c'est vraiment des choses qui répondent au canon de l'offre et de la demande. C'est très simple. Plus il y a de demande, plus c'est cher, et ainsi de suite. Voilà, c'est pas compliqué. Et donc là, il y a deux différences. Il y a neuf oblitéré. Ça veut dire quoi? Oblitéré, il est forcément moins cher que le neuf, ou là, bien entendu, oui. Bien entendu, oui, toujours systématiquement. Oui. On ne va pas regarder s'il a été envoyé par telle personne ou après, vous autre. Vous tombez dans le domaine de l'autographe, là, c'est pas la même chose. D'accord. Donc neuf ou oblitéré, ça va de. Ça veut dire que un timbre utilisé tous les jours, là, a une cote. Bien entendu, oui. Oui, bien sûr, on peut le retrouver dans le. Si vous utilisez la Marianne rouge, elle est cotée. Bon, ça cote 15 centimes, c'est un timbre qui vaut rien, puisqu'il y a des millions d'exemplaires. Et aussi, dès le départ, de toute façon, en 1800, au 19e, le timbre, comme on a voulu l'imposer, en quelque sorte, enfin, c'est pas en quelque sorte, on a voulu imposer le système du timbre. Le tirage du Napoléon 20 centimes de 1870, c'est 70 millions d'exemplaires. D'accord. C'est énorme. Un timbre qui a plus de 150 ans. Et alors lui, du coup, a vu sa cote augmenter, ou non, il y a tellement... C'est un timbre qui vaut entre 10 centimes et 1 euro selon la qualité. Voilà, donc ce qui peut faire la différence sur ce genre de timbre, c'est les oblitérations ou alors les petits défauts. Bon, et alors du coup, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher des éditions spéciales sur les timbres, on va chercher des timbres en série limitée. Oui, il y a toujours une période, la période phare de la philatélie française, c'est ce qu'on appelle la période semi-moderne. D'accord. Qui va de 1900 à 1935. Donc là, vous avez les meilleurs timbres de France qu'on peut trouver dans des qualités différentes, mais qu'on peut déjà trouver dans de belles qualités qui assurent une bonne valeur, mais aussi en quantité. D'accord. Il y a l'exceptionnel qui est toujours très bon, mais l'exceptionnel, c'est peu d'exemplaires. Qui dit peu d'exemplaires, dit peu de clients. Bien sûr. Bon, donc, il faut se méfier aussi d'acheter. Peu de clients, mais peut-être beaucoup d'acheteurs potentiels, et donc une cote qui pourrait augmenter. Exactement. Mais attention, il faut savoir acheter des choses avec un prisme assez vaste. Pas simplement, si vous achetez quelque chose en rapport avec une toute petite localité de France, les clients sont quand même pas légion. Vous ne pouvez pas vendre à un Japonais une oblitération d'un petit bled du Cher. D'accord, parce qu'il y a quoi? Il y a un rapport presque sentimental au timbre qu'on veut acheter. Oui, mais ça c'est pour ça, vous avez bien, dans l'introduction, vous avez parlé tout de suite de passion et de placement, mais les deux finissent quand même par se croiser. Ça veut dire que si on est originaire de telle région en France, on va privilégier quand même les timbres de cette région-là. Après, ça dépend des investisseurs, mais les oblitérations. Oui, parce que les timbres, si vous voulez, si vous êtes de Bretagne et que vous voulez collectionner les timbres sur la Bretagne en France, votre collection, c'est 25 timbres, c'est rien du tout. D'accord. Par contre, si vous faites... quand on veut s'attacher à une région, on fait plutôt les oblitérations, c'est-à-dire soit les cartes postales, qui ont un rapport direct avec les visuels des villages et compagnie, ou alors les oblitérations, c'est-à-dire, vous savez que Saint-Brieuc, il y a des oblitérations depuis le 19e siècle, ou même avant, on connaît des oblitérations du 17e jusqu'à aujourd'hui. Donc là, vous dites, voilà, je vais faire de Saint-Brieuc, mais il me faut tout du 17e jusqu'au 20e siècle. D'accord, ok, je comprends. Donc là, on est toujours effectivement... Donc il y a plusieurs choses. Il y a les périodes. Donc là, vous nous disiez, il y a la période semi-moderne. Ensuite, il y a l'histoire même du timbre, ou en tout cas l'oblitération. Voilà, ou de la pièce philatélique, si vous voulez. Ou la pièce philatélique. Et on voit aussi très régulièrement des collaborations, des artistes qui ont fait des timbres. Est-ce que là, ça vient ajouter une valeur au timbre, ou là, en fait, ça... Non, vous êtes radical. Oui, parce qu'il y a une émission qui s'appelle... on a les tableaux depuis 1960 en France jusqu'à aujourd'hui. Il y a 4 ou 5 tableaux qui sont émis par an. Mais c'est pas parce que Picasso il a dessiné un timbre que le timbre vaut plus cher. C'est ça, parce que de toute façon, il a été émis en grande quantité. Mais bien sûr, si c'est Picasso, on va en faire 10 millions. Si c'est un tout petit artiste, on en fait que 3 millions. Donc... Bon, il y a une autre question que se posent les investisseurs. C'est, je le disais tout à l'heure, on se souvient des générations précédentes qui, effectivement, avaient des grandes collections de timbres. On en retrouve chez nos parents, nos grands-parents. Aujourd'hui, on envoie plus facilement un mail qu'une lettre, donc les timbres sont beaucoup moins utilisés. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à voir la cote du timbre augmenter du fait de moins de demandes, ou au contraire chuter du fait de moins de personnes intéressées par les timbres? Ça n'aura pas d'influence. Non, on se rend compte déjà, de toute façon, depuis plusieurs années, la quantité de courriers déclin, et ça n'a aucune influence sur la collection. D'accord. C'est deux choses différentes. Absolument. Effectivement, le montant, enfin les flux de courrier et la cote des timbres sont deux choses complètement différentes. Sont totalement indépendantes, ça n'a rien à voir. Alors. Cependant, ce qui est un peu
ce qui va nous poser problème, c'est qu'il y a des timbres qu'on ne trouvera jamais utilisés quasiment. D'accord. Puisqu'aujourd'hui, les gens l'utilisent de moins en moins. Donc, c'est plus difficile. Mais comme c'est quand même des gros tirages, c'est pas pour ça que ça vaudra quelque chose un jour. Donc ça vaudra beaucoup un jour. Ah oui, d'accord. Donc il y a des timbres qu'on ne verra jamais utiliser. Mais très peu, mais c'est pas pour ça que ce sera rare, parce que de toute façon, c'est quand même un tirage de 2-3 millions d'exemplaires. Donc même si c'est très peu utilisé, il y en a quand même 300 ou 400 000 qui vont circuler, donc c'est énorme. Si je veux me lancer dans la collection de timbres, mais plus côté placement, donc à partir de combien je peux me lancer? Est-ce qu'il faut que je privilégie des timbres neufs? Et comment est-ce qu'il faut que je les conserve? Enfin, quelles sont les bonnes pratiques à respecter? Alors, il faut privilégier le timbre neuf, bien entendu. D'accord, ça, systématiquement. C'est la règle numéro 1. D'accord. Et éventuellement des oblitérés à titre exceptionnel pour des choses un petit peu rares et difficilement trouvables, autrement qu'en oblitéré. Cependant, le timbre neuf, la période semi-moderne, on peut avoir des quantités, on peut avoir des timbres de belle qualité, et il y a toujours un cours, il y a un prix plancher, si vous voulez. Il n'y a pas de secret, on ne peut pas acheter un bon timbre à un prix... il y a toujours un delta en dessous duquel on ne doit pas descendre. On ne peut pas trouver ce timbre à un tarif défiant de toute concurrence. Donc il faut se méfier de la bonne affaire, c'est ce que vous nous dites? Exactement, voilà. Oui. Il faut se méfier de la bonne affaire. Il faut faire très attention, surtout aujourd'hui avec des nouvelles méthodes, les méthodes de fabrication qui sont beaucoup plus simples qu'avant. On peut facilement falsifier des timbres. Et alors donc du coup, il y a un prix minimum, alors pas forcément par timbre, mais est-ce qu'il faut, on peut se lancer dans le placement dans les timbres à partir de 1000 ou 1000 euros? Il faut forcément y aller à partir de 10 000 euros? Non, à partir de 1000 euros, on peut commencer à s'amuser. Il y a pas Avec la philatélie, aussi bien en collection qu'en placement, et là, comme vous êtes sur le secteur placement, on peut s'amuser à partir de 1000 euros. C'est sûr que plus vous mettez, plus le delta est important et plus vous allez gagner. Mais au départ, on peut aussi s'en sortir. Et alors, dernière question, on conserve combien de temps ces timbres dans une logique de placement? Parce qu'un collectionneur, on imagine bien qu'il n'a pas envie de s'en séparer du jour au lendemain. Quand on est dans une logique de placement, il y a une durée de détention minimum pour s'assurer effectivement de la liquidité, si on parle vraiment en termes financiers? Non, il n'y a pas de durée. Non, parce que, comme je vous l'expliquais, si c'est moi qui gère le stock du client, c'est quasiment des allers-retours, pas quotidiens, mais plusieurs fois par an. Donc ça, on sait le faire. Merci beaucoup, Édouard Guffroy, de nous avoir détaillé les différentes façons de regarder finalement cet objet qu'est le timbre via la collection ou via le placement financier. Je rappelle que vous êtes directeur du service philatélique chez Hiver et Tellier. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine où nous revenons sur les nouveaux modes de calcul mis en place au sein de l'ASPIM en ce qui concerne les SCPI et plus particulièrement un certain nombre de taux que nous allons voir ensemble. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Jean-Marc Colly, le président de l'ASPIM. Bonjour Jean-Marc Colly. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. On rappelle rapidement l'ASPIM, l'Association française des sociétés de placement immobilier, créée en 1975 et qui réunit les acteurs du métier de la gestion des fonds immobiliers non cotés. Et sur ce plateau également pour parler de ces nouveaux taux, Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. Bonjour Jonathan Diver. Bonjour Nicolas. Et meilleurscpi.com qu'on pourrait définir, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé moi, comme un portail d'accompagnement finalement dans l'investissement en SCPI. La définition vous va? Parfait. Parfait. Alors si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que l'ASPIM a décidé de changer les modes de calcul d'un certain nombre de ses taux au 1er janvier 2022 et ces modes de calcul seront automatiquement répercutés sur tous les gestionnaires membres de l'ASPIM, donc sur toutes les SCPI, ou en tout cas une majorité des SCPI en France. Première question, Jean-Marc Colly, pourquoi décider d'un changement de calcul ou d'un nouveau taux? Qu'est-ce qui n'allait pas? Tout allait bien, mais il faut tenir compte des évolutions de nos métiers. D'accord. Depuis une dizaine d'années, on investit à l'étranger, on prend un peu plus de risques dans la restructuration d'immeubles et non pas simplement dans la gestion des immeubles. Il faut que ça se voit dans ces indicateurs. Et puis, il faut que ça corresponde aux attentes aussi de nos clients, qui ont des attentes nouvelles. Et puis, il faut que ça facilite la comparabilité entre les produits, parce que vous parliez des CPI, mais il y a aussi les OPCI, il y a les sociétés civiles à capital variable, unités de compte de contrat d'assurance ou de contrat d'épargne retraite. Il faut que tout ça soit comparable, et que ce soit compréhensible par les porteurs de parts
C'est l'objectif que nous poursuivions en modifiant ces indicateurs. Donc objectif, plus de lisibilité, plus de transparence finalement sur les SCPI et donc avec des nouveaux taux. Alors il y en a beaucoup, hein, on va peut-être pas pouvoir revenir sur tous. Il y a un TDVM qui redevient un taux de distribution, il y a des évolutions sur le TRI et il y a donc on va parler de taux d'occupation financier, de rendement global immobilier. Juste avant, Jonathan Diver, vous, en tant qu'observateur et observateur très actif de ce monde des SCPI, ces nouveaux taux au 1er janvier 2022, c'est une évolution vers plus de transparence vis-à-vis des clients? Oui, alors c'est important de rappeler quand même qu'il y a plus d'1 million de Français qui ont investi finalement en SCPI. Et si on tient compte des Français qui ont du fonds euro, on dépasse très largement ce million de Français. Donc je pense que c'est normal et c'est tout à fait légitime finalement de faire un travail, j'allais dire, d'amélioration des indicateurs. Ils étaient très bons, maintenant ils vont devenir encore meilleurs et ils permettent finalement plus de comparabilité et ça c'est important parce que voilà, on est dans un monde où finalement on aime bien comparer. Alors bien sûr, scp.com avec le nom, on comprend qu'on est dans une logique de comparaison. Et voilà, je pense que finalement d'avoir finalement ces guidelines pour faire en sorte quelque part qu'il y ait un peu plus de compréhension immobilière sur certains ratios, on pourra en parler. Je pense que c'est une très bonne chose. Donc on va essayer de mieux comparer, mais on va comparer différemment du coup depuis le 1er janvier 2022, puisqu'on ne va plus regarder exactement la même chose. Donc en fait, ceux qui vont se lancer vont regarder des choses différentes par rapport à avant, et ceux qui du coup faisaient déjà de la SCPI vont devoir évoluer un petit peu sur leur manière de se comparer. Jean-Marc Colly, si on devait commencer par un taux, la plus grosse évolution, on commencerait par quoi? Par le taux d'occupation financier? Si c'était moi, je parlerais plutôt du rendement immobilier global. Alors, rendement immobilier global, c'est parti. Et on va essayer d'en parler simplement pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent effectivement les évolutions. Qu'est-ce qui a changé avec ce rendement immobilier global? Là, ce qu'on a voulu faire, c'est traduire dans un indicateur la manière dont les gens voyaient le marché immobilier ou ce qu'ils cherchaient dans un produit immobilier. D'accord. Quelqu'un qui achète de l'immobilier, il veut d'abord des revenus. Et puis aussi, il est intéressé par la valorisation ou la dévalorisation, parce que ça peut jouer dans les deux sens, il ne faut jamais l'oublier, de l'actif et de l'actif. Et que c'est bien l'addition de ces deux éléments qui fait la performance de l'immobilier. Donc, en prenant ce rendement global immobilier, en additionnant la distribution de l'année et la valorisation ou la dévalorisation d'un portefeuille, de la valeur de réalisation, bien sûr, on donne une vraie idée de la performance telle que l'attendent les gens qui portent nos produits. C'est ça, voilà, c'est pas la plus grosse, c'est une des innovations de ces indicateurs. Parce que ce rendement global immobilier n'existait pas jusqu'alors, en fait, on regardait que la distribution de la SCPI? On voyait deux éléments, la distribution, puis juste à côté, la valorisation. Mais c'est qu'en matière de SCPI, la valorisation se voit moins, puisque le prix de la part de SCPI, c'est plus 10, moins 10% autour de la valeur de ce patrimoine. Donc, il y a des gérants qui peuvent très bien ne pas bouger le prix, même si leur prix augmente, la valeur de réalisation, ou leur valeur de réalisation diminue, ils peuvent ne pas le bouger. Donc, la manière de voir comment se comporte le patrimoine en dessous, c'est de regarder cette valeur de réalisation. De la même manière, quand vous décidez de distribuer de la plus-value ou du report à nouveau pour améliorer la distribution de vos porteurs, vous appauvrissez en même temps la valeur de la société. Donc, ce rendement global immobilier qui tient compte à la fois de la distribution des revenus que vous percevez de vos locataires réellement et la valorisation ou la dévalorisation de la totalité des actifs immobiliers et financiers, c'est un bel indicateur. Voilà. Et il est comparable, il permet aussi de rendre comparables ces produits SCPI avec l'OPCI et les sociétés civiles unités de compte. OPCI et sociétés civiles unités de compte, c'est des valeurs liquidatives. C'est-à-dire que dans cette valeur liquidative du fonds, on additionne, d'ores et déjà, le rendement et la valorisation. Et bien évidemment, comparer un OPCI avec une SCPI, si on ne faisait pas le même calcul, ça devenait impossible. Donc c'est aussi ça, c'est cette comparabilité entre différents produits qu'on essaie de chercher. Alors on va vous entendre, Jonathan Diver, sur le RGI dans un instant. Juste avant, pour bien comprendre, si je schématise, on a une SCPI investie dans une zone tendue qui distribue qui a un taux de distribution faible, mais dans une zone où normalement l'actif en lui-même devrait s'apprécier, mais qui a d'autres SCPI par ailleurs, beaucoup de trésorerie. Si jamais en fait elle veut gonfler un petit peu sa distribution avec sa trésorerie pour attirer le client, cela ne lui sera pas bénéfique, puisqu'en fait, au niveau du RGI global, elle aura grillé un peu de trésorerie, et donc en fait, ça va faire baisser le RGI, c'est ça? Alors, moi, je le vois d'une manière plus positive. Non, mais c'est un exemple comme un autre, mais oui, bien sûr. Il y a beaucoup de stratégies. Avant, une stratégie de gestion de SCPI, je parle de ça dans les années 70, on prenait du patrimoine, on le louait, on le rinçait, on le revendait avec l'inflation, c'est vrai à peu près. Là, aujourd'hui, il y a plus de création de valeur dans ce que l'on fait. On peut restructurer un patrimoine, on peut acheter dans une zone tendue dans laquelle les prix sont plus sensibles à la hausse,
hausse, Bien sûr, mais les sur le long rendements terme, sont ouais. plus faibles en proportion du prix. Et tout ça, ça donne. Voilà, il faut qu'on arrive à créer une échelle de valeur entre tout ça. Acheter un immeuble dans Paris qui a un rendement autour de 2,5 mais qui se valorisera, est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'acheter un immeuble au milieu de la Slovaquie qui fera 8% de rendement, mais que voilà. Donc c'est aussi ça ce qu'on a voulu recréer, c'est nos métiers changent, il y a de nouvelles formes de création de valeur, et il faut qu'au travers de la performance et des indicateurs, on puisse les apprécier. Et c'est ça le rendement immobilier global. Jonathan Divers, sur cette comparabilité, du coup, ça facilite la comparabilité, alors, si je comprends bien. Oui, alors déjà, je pense le point que Jean-Marc souligne sur finalement, il faut arrêter de croire que les gérants de SCPI sont passifs. Ils sont extrêmement actifs et on voit que sur les 5-10 dernières années, on a un univers qui a complètement été bouleversé et changé. Et on est, alors je ne suis pas en train de dire qu'on est dans le private equity, mais en tout cas, on a une dynamique qui est très forte sur la valorisation des actifs. Et la valorisation des actifs, aujourd'hui, vous avez des dizaines de SCPI qui détiennent des actifs qu'elles ont achetés il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., sur lesquels il y a de la valeur encore à aller chercher. Parce que quand vous achetez un foncier en entrée de ville et que vous le détenez pendant 30 ans, 30 ans après, si vous êtes dans un secteur qui s'est apprécié, vous allez pouvoir aller chercher de la constructibilité résiduelle. Donc c'est des choses qui sont importantes et ça montre bien que finalement, c'est pas aussi poussiéreux que ça d'investir en SCPI. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur la compatibilité entre les ensembles finalement de la pierre papier grand public. Alors, au sein de Meilleur SCPI, l'année dernière, au 31 décembre, on avait fait une étude sur finalement la valeur globale de la pierre papier grand public en France. C'est à peu près 160 milliards. Alors, les foncières cotées étaient très décotées, entre guillemets, mais vous avez les foncières cotées, les OPCI, les SCPI, les unités de compte SCI et aussi quelques SICAV immobilières. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui est investi par les épargnants. Comparer tout ça, du coup, il faut pouvoir comparer tout ça. Alors, sur le RGI, je comprends la philosophie. La philosophie finalement de valoriser la performance immobilière sur le capital. De dire, voilà, finalement, je valorise mon capital ou je le dévalorise. Donc c'est important de le rappeler, ça peut aller dans les deux sens. Immobilier ou financier. Voilà, immobilier ou financier. Maintenant, le RGI, il ne va pas, permettre à l'épargnant finalement d'avoir sa performance de placement. La performance de placement, de se dire, voilà, j'ai investi à 100, j'ai eu un cash flow, j'ai eu ma distribution de 4,5 par an, etc. J'ai revendu 105. On ne va pas voir la performance de l'épargnant. Donc, c'est un indicateur de plus pour meilleurscp.com, qui est un très bon indicateur. Maintenant, l'indicateur de performance de l'épargne, et je parle bien de performance de l'épargne, il sera plus finalement rapproché du TRI, du taux de rendement interne. Qui existe également pour le coup. Qui existe également, donc finalement c'est un indicateur qu'on peut regarder. Et sur le RGI, la philosophie, je la comprends parfaitement, et je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle montre que c'est important de suivre finalement la valeur de réalisation, qui est ni plus ni moins la valeur d'expertise à dire d'expert. Donc ça veut dire que vous avez un expert immobilier indépendant qui vient valoriser le patrimoine une fois par an, qui donne une valeur, et finalement vous voyez si ce patrimoine s'apprécie dans le temps. Donc c'est pour moi un indicateur de plus. Maintenant, d'un point de vue épargnant stricto sensu, pour savoir ce qu'il a in the pocket, c'est pas l'indicateur phare à regarder. D'accord. Le TRI existe toujours. Il existe toujours, bien sûr. Oui, c'est pas... Non, mais c'est bien comme ça, on explique aux gens comment est-ce qu'il faut qu'ils regardent ces différents indicateurs pour comprendre. Alors, je vous propose, vu que l'heure tourne, de parler du TOF, ce fameux taux d'occupation financier. Jean-Marc Colli, qu'est-ce que vous vouliez faire avec qu'est-ce qu'on va regarder avec ce TOF? Alors, jusqu'à présent, on se flagellait beaucoup, c'est-à-dire on affichait un taux qui était plus faible que tous les autres produits. D'accord. Pourquoi ? Parce que quand un immeuble était en restructuration, on considérait qu'on ne pouvait pas le louer et donc il n'était pas occupé en tant que tel et on dévalorisait notre taux d'occupation financier. Et puis on s'est aperçu qu'avec le temps, tous les autres n'utilisaient pas du tout cette logique-là et qu'au contraire, quand un immeuble se restructurait, on l'amenait progressivement à être un meilleur immeuble sur le marché. Et donc c'était un instant de la vie de cet immeuble qui n'était pas une vacance en tant que telle subie, mais une vacance choisie et qu'elle méritait d'être inclue dans le taux d'occupation. Comme si c'était un immeuble qui était occupé. Autre élément, sur le marché aujourd'hui, quand on loue un immeuble, on accorde souvent une franchise de loyer au locataire, jadis pour qu'il puisse s'installer, faire ses travaux. Aujourd'hui, c'est devenu une norme de marché. Et nous, on considérait à la SPIM que quand l'immeuble ne produisait pas encore le loyer parce qu'il était en franchise de loyer, mais occupé par un locataire, c'était pas encore dans le taux d'occupation. Donc on affichait un taux d'occupation systématiquement plus faible que les autres, notamment par exemple foncière cotée, qui nous pénalisait alors que la logique de création de valeur, encore une fois, était bien présente dans le fond. Parce que vous attendiez que les gens soient concrètement dans l'immeuble pour considérer qu'il était occupé et qu'ils payent les loyers. Ils sont en période de commencer à payer les loyers. Donc on a modifié ça, donc on a inclus dans le taux d'occupation financier ces immeubles en restructuration, ces immeubles en franchise de loyer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on
qu'on va priver l'épargnant de l'information parce qu'on va afficher ce taux d'occupation, mais on va expliquer comment il est composé. Et on mettra bien en exergue ceux qui sont en restructuration comme ceux qui sont en franchise de loyer, de manière à ce qu'on conserve la qualité de l'information, mais qu'on ait une meilleure comparabilité par rapport aux autres produits. Là pareil, Jonathan Diver, rapidement, du coup, ça permet du coup une meilleure comparabilité des ratios et des autres investissements immobiliers. Alors, la comparabilité, elle était déjà existante finalement entre les SCPI, parce que alors, avec les autres fonds, c'est intéressant. Maintenant, c'est important juste de rappeler en 2 secondes le taux d'occupation financier. C'est les loyers facturés sur l'ensemble finalement des loyers, facturables. Oui, c'est ça. Vous avez, mettons, un immeuble de bureau, vous avez 15 bureaux. Est-ce que vous avez 15 personnes qui payent un loyer ou vous en avez que 10 ou 13 ? Voilà, donc c'est un peu de savoir finalement la performance locative de mon patrimoine, performance financière locative de mon patrimoine. C'est une excellente chose qu'on ne sanctionne pas les gérants qui font un travail d'asset management, vraiment de gestion immobilière active. Typiquement, vous prenez, il y a une SCPI qui s'appelle Accès Valeurs Pierre de chez BNP REIM. Le gérant, jusqu'alors, il avait un taux d'occupation financier de 80%, alors qu'il a un patrimoine qui est très parisien. Alors on peut se dire c'est pas normal parce que finalement à Paris il y a beaucoup de pourquoi ne locataires. l'outil pas Voilà. Sauf que ce gérant il a quand même la bonne idée de restructurer ses bâtiments, d'en faire des bâtiments qui sont finalement aux dernières normes finalement environnementales, de services, etc., et d'aller chercher plus de valeur. Ce gérant il nous a expliqué que des fois il y a sur certains actifs il va chercher plus 35% de loyer. Post-restructuration. Donc on voit bien que c'est très important finalement dans ce monde de la SCPI qui est très actif aujourd'hui et qui montre bien que faire de la gestion immobilière, c'est aussi peut-être par moment avoir un dividende qui est un peu moindre pendant une année, donc les gérants pour aller chercher plus les années d'après. Et là-dessus, moi j'appelle tous les gérants à l'expliquer et à dire, voilà, je suis capable de me couper 5 à 10% de mon dividende pendant une année pour aller chercher de la performance sur long terme. Et aujourd'hui, je pense que les gérants ont tout intérêt à le faire. Et le TOF permet en tout cas de le montrer. Il nous reste très peu de temps, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Très rapidement, on va passer 1 minute avec vous, Jean-Marc Colly. On ne peut pas parler de tous ces taux. Est-ce qu'il y a une autre évolution sur laquelle il faudrait faire un petit peu de pédagogie actuellement ? Oui, il y a le taux de distribution. Alors, c'est la prise en compte des investissements à l'étranger des gérants de SCPI. Jusqu'aux années 2015-2016, pas beaucoup d'investissements en Europe. Il faut savoir que quand on investit en immobilier en Europe, on paye souvent les impôts dans le pays dans lequel est situé l'immeuble. D'accord. Donc bien évidemment, quand on a payé l'impôt, en France, on vous offre la possibilité, on vous donne un crédit d'impôt, c'est-à-dire que vous ne payez pas les revenus sur les revenus que vous avez, puisque vous avez un crédit d'impôt qui vous est accordé correspondant à l'impôt que vous avez payé peu ou prou dans le pays étranger. Ça ne se voyait pas dans la distribution, parce que par hypothèse, avant, ça ne se voyait pas, on ne le faisait pas. Donc en réalité, en intégrant dans le taux de distribution les impôts payés à l'étranger, qui vous donne un crédit d'impôt, on rétablit l'équilibre entre ceux qui sont investis en France et uniquement en France et ceux qui sont partagés à l'étranger. Sinon, on avait l'impression que ceux qui avaient des revenus à l'étranger étaient moins performants, puisqu'en réalité, ils ne versaient pas ces revenus puisqu'ils avaient payé de l'impôt. Et c'est cet équilibre qu'on a remis dans le taux de distribution. Alors, c'est technique, je reconnais que c'est compliqué, mais c'est la prise en compte de quelque chose qui change dans nos métiers, ces investissements à l'étranger, cette fiscalité à l'étranger, qu'on a voulu remettre dans le taux de distribution pour rééquilibrer la manière dont on en parle pour les gérants. Merci beaucoup Jean-Marc Colly, président de l'ASPIM. Merci également Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. On n'aura pas eu le temps d'évoquer les potentielles évolutions, mais c'est pas grave. Rendez-vous en 2023. Rendez-vous en 2023, c'est ça. Ou même avant pour réfléchir à 2023 ensemble. Donc merci Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. Merci à vous également d'avoir suivi Smart Patrimoine. Je vous rappelle que nous nous donnons rendez-vous demain à 13h sur Bismart. Et d'ici là, vous pouvez retrouver le replay, mais également le podcast de l'émission sur toutes les plateformes de podcast.